Bonjour et bienvenue au 59e épisode du Balado Cybercitoyen, le balado sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam Harper. Bonjour Sam, il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un épisode. Ça fait vraiment longtemps, c'est ça? Oui, juste nous deux, là, je pense que ça fait un petit bout. Là, on a comme pris ça un peu tranquille pour l'été. Enfin, tranquille non, mais en termes de balado, parce qu'on faisait plein d'autres affaires. Définitivement, mais oui, effectivement, les vacances sont terminées maintenant. On revient à plein essor sur le balado. D'ailleurs, il s'est passé beaucoup de choses là, dans les dernières semaines qui valent probablement la peine d'être abordées dans le balado. Donc, un petit tour d'actualité pour l'épisode d'aujourd'hui. Un sujet, le premier que tu as suggéré, en fait, j'étais surprise quand c'était toi qui l'as suggéré parce que c'est effectivement quelque chose qui, de par le fait que ça l'affecte le même des amis personnellement, a été dans ma mire un peu plus. Est-ce que tu peux nous mettre un peu en matière sur le T autour de la brèche de l'application T? C'est ça. Fait que T, ça l'est encore, là. C'est une application qui est réservée aux femmes. Il faut se faire approuver pour pouvoir la rejoindre. Et l'idée, c'est de permettre aux femmes de partager des informations sur des dates potentielles puis dire « Hey, ce dude-là est weird, faites attention » ou en tout cas, tu sais, fait que de permettre de partager ce genre d'informations-là. Fait qu'on peut quand même se douter qu'il y a des informations sensibles et confidentielles là, qui se partagent là-dessus. Puis là, il y a une première brèche, il y a peut-être 2-3 semaines. Puis à ce moment-là, c'était principalement les selfies que les femmes envoyaient à l'application pour se faire accepter. Donc, il y avait des selfies puis des photos de pièces d'identité, des permis de conduire principalement, qui ont été breachées. Puis là, ça a été breaché par un site que nous croyons mort, mais qui malheureusement n'est pas tout à fait mort, c'est 4chan. Donc, c'est des utilisateurs sur 4chan qui ont partagé cette brèche-là et qui ont même fait genre des concours, ils raté une photo par rapport à l'autre. Puis, tu sais, en tout cas, 4chan a fait ce que 4chan fait. La compagnie a répondu en disant « Ah, c'est un vieux serveur, c'est pas des données récentes, rien d'autre n'a été affecté, inquiétez-vous pas, tout va bien. » D'ailleurs, la technique, pour ceux qui se doutent, je sais pas si vous vous rappelez l'épisode là avec Nicolas de Yak, où il parlait comment il avait réussi à hacker le hacker. Ben, c'est la même technique que les personnes de 4chan ont utilisé parce que c'est le même back-end, le même serveur sur Firebase. Donc, en tout cas, c'est la même façon qu'ils ont réussi à faire. Mais avant que tu avances, est-ce qu'on peut juste mentionner à quel point c'est pas adéquat comme réponse à ce genre de brèche-là de l'entreprise, de dire que c'est juste des vieilles données? Comme 2 ans, c'est pas si vieux que ça déjà. De 2. C'est quand même des investigations. C'est juste des vieilles données, mais on dit c'est des vieilles données, c'est des choses de 2023, c'est un serveur de test qu'on aurait peut-être dû, on aurait dû désactiver, mais on l'a oublié. Tu sais, avec 76 000. Avec 76 000 permis de conduire et photos d'identité. Puis, pour ceux qui savent pas, là, c'est quand même un format standard d'authentification pour prouver son identité, là, que ce soit sur X ou Instagram ou whatever. Si jamais vous voulez avoir le petit crochet de validation de l'identité, ou mettons que votre compte Instagram se fait hacker puis qu'ils veulent valider que vous essayez de reprendre contrôle de votre propre compte, ils vont vous demander un selfie et une preuve d'identité généralement pour la matcher avec le reste du contenu, etc. Fait que ça, c'est quand même standard. Il y a pas de trucs là-dessus, mais je sais pas de dire c'est juste des vieilles données, c'est des vieilles données qui datent de 2 ans, c'est un peu d'essayer de dédramatiser quelque chose qui dans les faits a potentiellement des conséquences graves, parce qu'on s'entend que la raison derrière ce hack-là, c'était pour éventuellement faire une campagne d'intimidation éventuellement vers ces femmes-là pour avoir daigné tenter de se protéger contre potentiellement des dates mal intentionnées. Oui, tout à fait. C'était, c'est le but avoué, là. C'était même pas, c'était clairement. Oh non, c'est pas de l'extrapolation, là, c'était blanc sur noir. C'est pour ça que ça allait fait, ouais. Puis là, si on pensait que l'histoire s'arrêtait là, malheureusement, quand ça va mal, ça peut toujours aller pire. Donc, à peu près une semaine plus tard, 404 Media a publié un article. Un researcher les a contactés, un chercheur les a contactés pour dire, regarde, il y a une autre vulnérabilité ou en tout cas d'autres données qui sont exposées. Puis à ce moment-là, en gros, c'est que, par exemple, quand tu as une application, tu as une clé que tu utilises pour aller chercher les données qui te sont destinées à toi. Eux autres, il y avait eu la brillante idée que cette clé-là puisse aussi ouvrir le coffre au trésor de tout le monde.
Fait que, en gros, le chercheur avait réussi à accéder à des messages privés entre utilisateurs qui dataient jusqu'à une semaine avant son action. Fait que des choses là, de très, très, très récentes et toutes sortes de données personnelles. Il avait réussi à avoir accès, par exemple, dans les messages personnels, tu avais les gens qui utilisaient leur vrai nom, qui donnaient leur numéro de téléphone pour pouvoir se parler en dehors de l'application. Tu avais des femmes qui parlaient d'un avortement qu'ils avaient eu. C'est toutes sortes de données sensibles. Et tout ça était accessible. Maintenant, on ne sait pas, est-ce que ça a été accédé par d'autres personnes que ce chercheur-là? On ne le sait pas, mais c'est quand même inacceptable qu'une compagnie qui, en plus, tu sais, leur publicité, c'est l'endroit sécuritaire pour parler, pour spill the tea, là, pour parler de vos choses personnelles. Est-ce que je peux peut-être mettre en contexte de comment cette application-là elle est venue à voir le jour, en fait? Ça commence par un groupe Facebook qui s'appelle Are We Dating the Same Guy? Qui éventuellement s'est développé des chapters là, dans chaque ville. Puis le point que ça fonctionnait, c'est qu'on les modératrices acceptaient des femmes dans la communauté, bon, des gens qui avaient l'air d'avoir un profil de femme du moins. Puis à travers ça, justement, les gens pouvaient partager, tu sais, je rencontre ce gars-là, y a-tu des histoires? Puis c'est un peu comme du crowdsourcing, du petit OSINT là, qu'on fait, mettons, pré-date pour s'assurer que la personne n'est pas, mettons, un criminel dangereux. Puis là, ben, les personnes mentionnaient dans les commentaires, mettons, il y a déjà eu un historique de violence avec cette personne-là, ou tu sais, j'ai eu des histoires avec lui, mais je suis pas à l'aise de te le partager. Est-ce que tu veux qu'on se parle en privé? Fait que c'est un peu ça le rythme dans ces conversations-là. Puis bien entendu, ce qui s'est passé, c'est que il y a des garçons qui étaient un peu fâchés de la situation, qui se sont trouvés à infiltrer les groupes, il y a des screenshots qui étaient partagés. Puis donc, il y avait ce sentiment-là qu'on ne pouvait peut-être pas faire confiance à ce qui était posté là-dessus. Là, maintenant, il y a une fonction anonyme qui est disponible à travers Facebook, mais ça restait qu'il y avait des captures d'écran, que n'importe qui pouvait théoriquement accéder, qu'il y avait des gens avec des, tu sais, comme il y avait des screenshots qui pouvaient se prendre, etc. Donc, l'idée de cette application-là venait de créer une version de ça, mais qui aurait des paramètres de sécurité supplémentaires parce que on peut théoriquement empêcher le screenshot d'une application. C'est sûr qu'il y a d'autres façons de capturer quand même l'écran, mais tu sais, ça rajoute des niveaux de difficulté. Puis la validation, justement, de l'identité de la personne avant de l'ajouter au groupe. Puis, quand on c'est la mention qu'il y avait des conversations intimes, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les conversations qui sont partagées par rapport... Tu sais, si tu as un avertissement, mettons que tu as vécu une histoire d'horreur avec un monsieur qui est partagé sur cette plateforme-là, ben généralement, les personnes vont se raconter, tu sais, comme il s'est passé telle chose, il y a des fois, il y a des incidents de violence domestique qui sont racontés en message privé, fait qu'il y a beaucoup de détails très intimes qui peuvent se retrouver dans ces conversations-là. Le fait que les conversations se retrouvent un peu comme ça, c'est grave selon moi, en ajoutant en plus le contexte là, aux États-Unis où est-ce qu'il y a des lois contre dans certains États, tu peux pas avoir un avortement, c'est un crime, c'est criminalisé. Puis, sachant que ça pourrait potentiellement être utilisé contre les femmes qui avaient peut-être voulu juste raconter leur histoire avec leur historique, en fait, de dating avec une certaine personne, puis que ça se retrouve à être quelque chose qui peut potentiellement les criminaliser, sans compter là, tous les risques de poursuites de diffamation qui peuvent être faites envers les gens qui ont voulu raconter leurs histoires. Fait que pour moi, c'est quand même très choquant, là, cette partie-là de conversation privée qui sort comme ça. C'est ça. Là, il y a un recours collectif qui a été lancé de la part d'utilisatrices de l'application, ce qui, en tout cas, ça m'aurait surpris qu'il n'y en ait pas eu, là, mais en tout cas, on va voir là, avec la suite là, comment ça va se poursuivre. Là. Mm-hmm. Mais oui, fait que donc bref, c'est sûr que c'est dommage. C'est sûr que l'application, je comprends le besoin auquel ça répondait, mais ça reste encore l'avertissement de faut peut-être pas faire confiance aux plateformes sur lesquelles on donne nos informations. Dans ce cas-ci, c'est une start-up, c'est un projet qui était relativement petit d'ampleur. Il y avait peut-être pas nécessairement les ressources pour sécuriser leur plateforme. Puis c'est on them d'avoir fait des promesses qu'ils pouvaient pas rencontrer. Ouais. Mais définitivement, c'est sûr qu'il va y avoir un autre projet éventuellement comme ça qui va renaître de ces centres. Il va peut-être falloir justement s'assurer avant de joindre en masse ce genre de plateforme-là que la sécurité des utilisateurs est énorme. Deuxième nouvelle. Celle-là, c'est quelque chose qui m'a quand même un peu fait rire à Caisse là, quand on l'a vu. Mais c'est rare qu'on peut dire quelque chose qui est pas négatif par rapport à Sam Altman, qui est le fondateur de ChatGPT. Mais dans ce cas-ci, c'est qu'il a quand même été très transparent et ouvert et très franc sur le fait de peut-être qu'utiliser ChatGPT comme thérapeute, c'est pas la meilleure des idées. Puis,
c'était sur un balado, là, je pense, mais il disait justement que, tu sais, les jeunes, surtout, l'utilisent comme thérapeute, comme life coach, pour leur problème de relation, puis ben, c'est peut-être pas une bonne idée d'utiliser ça. Puis, il faisait la référence que, tu sais, quand on parle à un thérapeute ou à un avocat, ou à un docteur, il y a un privilège légal de protection autour des informations qu'on partage. Mais si on décrit nos symptômes à ChatGPT, ou si on décrit un cas légal, ou si on confie nos plus grands et sombres secrets avec des implications non légales, mais il y a pas de confidentialité à ça. Puis, ben, ChatGPT peut s'en servir pour entraîner son modèle et éventuellement, ça peut se retrouver out there. Fait que c'est quand même intéressant, de l'aborder. Plus tard, dans l'entrevue, Altman disait « c'est vraiment messed up, genre, puis peut-être qu'on devrait avoir un concept de vie privée autour des conversations avec l'IA. » Je dis « Non, peut-être. » Qui pourrait implémenter un concept? Je sais pas, hein. C'est drôle qu'il mentionne que ça devrait être en place, mais comme, il peut le faire. Comme, monsieur, monsieur, t'es en charge. Qui est en charge? Do it! Mais I guess qu'il attend d'être forcé légalement par une entité légale avant de la mettre en place. Mais il trouve ça très messed up, il pense que ça devrait être en place. Mais... Je suis quand même sceptique, là. C'est un petit peu comme, tu sais, Philip Morris qui dirait « Hey, fumez pas des cigarettes à l'intérieur, tu sais. » Au moins, quand vous êtes dehors, tu sais, la boucane peut s'en aller, mais tu sais, à l'intérieur, faites pas... Je sais pas, là, t'as rendu ton... Tu t'as fait ton produit de façon à ce qu'il soit personnalisé, qui est tout le temps en train de valider positivement ce qu'on lui donne. Tu sais, il est fait pour que les gens l'utilisent comme ça. C'est parce qu'il est fait de cette façon-là que les gens l'utilisent comme ça. Fait que je trouve ça... Oui, d'accord. Un peu de en fait. Ça me fait rire, cette nouvelle que comme... C'est ça. On lui donne pas de médaille, définitivement, pour son commentaire. De par le fait qu'il... C'est comme si c'était vraiment un enjeu pour lui. Il est clairement à la bonne place pour faire changer les choses. C'est vrai. Fait que s'il fait juste le dire puis qu'il fait rien, c'est des mots, ça veut pas dire grand-chose. Mais je pense que c'est un bon rappel de peut-être faire attention aux choses qu'on met dans un outil comme ChatGPT. Moi, ça m'inquiète de savoir qu'il y a des jeunes, puis tu sais, je le vois sur le terrain aussi, il y a beaucoup de jeunes, des jeunes personnes qui utilisent ChatGPT pour gérer leurs relations interpersonnelles, poser des questions, puis s'en servent comme psychologue, thérapeute, etc. Puis moi, ça m'inquiète parce que ChatGPT n'est pas un thérapeute. ChatGPT va juste te dire que peu importe ce que tu penses, que tu as raison. Puis j'avais fait des tests là, dans un truc, puis tu sais, des trucs les plus outrageux, là, d'écrire une conversation, là. Puis j'avais utilisé un code que j'ai trouvé sur les sites de, tu sais, comme I Might the Asshole, où est-ce que c'est très évident, là, il y a aucun univers, le vote était 100% you're an asshole. Puis je l'avais mis dans le truc à voir comme ChatGPT arrivait à justifier les actions, là. Nice. Et t'es en mode, ben non, tu sais, en fait, c'est pas de ta faute. Puis, tu sais, les gens sont... Le bébé aurait pas dû te regarder comme ça. Oui, c'est pas de ta faute. Puis, mais c'est hallucinant, tu sais, comme honnêtement, je veux dire, je peux 100% croire que quelqu'un qui, dans ce mood-là, justement, se dirait, ah ben oui, tu vois, j'ai raison, ou quelqu'un qui est plus dans des mentalités un peu abusives pourrait justifier énormément d'abus là, envers d'autres personnes en utilisant ce genre d'outils-là. Fait que pour moi, c'est inquiétant. Je pense pas que ça aide les jeunes à se développer émotionnellement de façon saine. Puis je pense pas que c'est un net positif. On rajoute même pas à ça la notion de la vie privée. Là. Fait que pour moi, c'est une nouvelle qui est inquiétante là, de voir à quel point c'est acknowledge que les jeunes s'en servent comme thérapeutes. Oui. Ben, ça va aussi avec le problème d'accès à de la thérapie. Ouais. Tu sais, si les gens utilisent ça aussi, c'est parce que avoir accès, même dans notre système public, c'est très difficile. Alors, imagine pas dans un endroit, en plus, il faut que tu payes, là, c'est ça. Yeah, définitivement. Dernière nouvelle. Celle-là, on voyage un peu de l'autre côté de l'océan Atlantique pour parler de VPN. Si vous ne savez pas ce qu'est un VPN, on a fait un épisode complet là-dessus qui s'appelle « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir ou presque sur le VPN », si je me rappelle bien. Mais là, le gouvernement du Royaume-Uni, il n'y a pas si longtemps, a instauré, c'est une loi pour protéger les mineurs. Et
dans leur loi pour protéger les mineurs, en gros, faut que tu prouves ton âge pour aller sur des sites adultes. Ben, dès que cette loi-là a passé, vous imaginez probablement que des tonnes de personnes se sont mis à s'intéresser au VPN parce que là, tu peux comme faire semblant que tu es dans un autre pays sans quitter le confort de ton foyer. Ben là, le gouvernement s'est dit, bon, prochaine étape, on va bannir les VPN. Fait que là, il paraît qu'ils commencent à discuter de la possibilité de rendre l'utilisation des VPN illégaux, un petit peu comme ça l'est en Russie. Donc, c'est ça. Fait qu'une mauvaise idée entraîne la prochaine mauvaise idée. Là. Fait que il y a comme un peu la notion de pourquoi est-ce que cette notion-là de validation arrive. Puis ça m'appelle à parler un peu de toute la panique morale qui vient souvent des fournisseurs de cartes de crédit dans le domaine là, du travail du sexe, entre autres. C'est vraiment c'est très puritain là, comme mentalité, mais souvent ce qui se passe, c'est qu'effectivement, puis là, c'est un enjeu qu'on a au Canada, aux États-Unis, en fait, partout où est-ce qu'on dépend énormément des cartes de crédit pour faire le processing de transactions en ligne, c'est qu'éventuellement, ils deviennent en contrôle, ils ont un monopole, justement, du paiement, et donc ils peuvent imposer leur cadre moral, ils peuvent forcer le gouvernement à imposer de nouvelles limitations, etc. Parce que ils peuvent retirer leur truc. Puis on l'a vu là ici et là, que justement il y avait des enjeux des sites web, etc. qu'ils se faisaient suspendre leur processeur de paiement parce que Mastercard décide non, moi j'approuve pas, t'as pas suivi mes conditions, on retire. Puis j'avais trouvé ça intéressant parce que au Japon, il y a une façon de payer ses achats en ligne cash. Okay. Je trouve ça super intéressant comme concept. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Japon, il y a comme un système de dépanneurs essentiellement qui s'appelle les combini, donc du mot convenience store. Puis la façon que ça fonctionne, c'est que au combini, on peut payer plein de choses, dont ton loyer, etc. C'est une façon de faire des processing de paiement au dépanneur du coin. Dans le fond, c'est tout l'aspect communautaire à ce niveau-là. Puis comment ça fonctionne, c'est que mettons que tu fais un achat sur peu importe le site, autant bizarre, sketchy, out there que c'est, tu reçois au final un code, un scan. Tu prends ton scan, puis tu t'en vas simplement en fait au dépanneur du coin, où est-ce que le commis du dépanneur scanne ton code, ramasse ton paiement comptant, et that's it, la transaction elle est complétée. La personne au comptoir a aucune idée ce pourquoi tu es en train de payer. Est-ce que tu es en train d'acheter une peluche du Pop Mart ou un vidéo porno avec un peu des angles étranges? Aucune idée, il y a aucune information, tu fais juste scanner le code, ramasser le paiement. Puis, je trouve que c'est intéressant comme processus parce que, justement, c'est un des choses avec les achats en ligne, c'est qu'on n'a jamais de confidentialité. Au final, il y a tout le temps une valeur marketing de la donnée là, qui est comme capturée, peu importe ce qu'on fait. Fait que je trouvais ça très cool, le concept qu'on pouvait acheter des choses comptantes en ligne de façon relativement sécuritaire au final. Ça m'avait vraiment intéressé quand j'avais vu ça, puis je me demande si ce serait pas une solution justement à ce genre de pression-là des écosystèmes de paiement par rapport à l'imposition morale là, qu'il y a sur certains sites. Ouais. Puis au-delà de l'aspect moral, l'autre truc que j'ai vu passer avec ça, c'est qu'en Angleterre, là, avec leur loi pour protéger les mineurs contre les méfaits, c'est que ça s'applique pas juste aux sites adultes pornographiques, mais à toutes sortes d'autres choses qui sont considérées, ça, c'est peut-être dangereux pour les enfants. Donc, par exemple, des subreddits, là, donc sur le site Reddit, qui parlent du génocide en cours à Gaza. Puis là, c'est comme, ça, c'est dangereux pour les enfants, fait qu'il faut que tu prouves que tu es un adulte. Mais il y a beaucoup de gens qui vont pas vouloir rentrer leur carte de crédit pour prouver qu'ils sont adultes, puis aussi associer leur personne avec le fait de consulter ce contenu-là. Ils vont dire, t'as peur, là, j'ai peut-être pas. OK, fait que j'irai pas. Donc, ça a aussi un effet de censure plus large, parce qu'on commence avec. On commence par protéger les enfants, puis éventuellement, ça déballe sur. Oui, puis là, on parle de ça, mais tu sais, tous les enjeux là, au niveau de la liberté sexuelle là, de LGBTQ, etc., éventuellement, ça peut être quelque chose qui peut devenir on peut décider que c'est dangereux pour les enfants. Puis là, c'est pas un stretch. Je veux dire, on le voit aux États-Unis, c'est en train de se passer live. Fait que c'est définitivement dangereux de mettre un peu ces paywalls-là où est-ce qu'il faut essentiellement se désanonymiser pour accéder à du contenu. Personnellement, je trouve ça risqué, là. À suivre, définitivement. Mais tu sais, clairement, il y a des solutions là, pour justement empêcher ces trucs-là.
peut-être que le système des compagnies pourrait s'appliquer. Peut-être qu'on pourrait même prouver notre âge à la personne dépanneur qui a aucune idée de pourquoi il valide qu'on a 18 ans. Peut-être qu'il y a un système là-dedans qui existe où est-ce que tu scannes un code, la personne confirme que t'es effectivement qui a vu ta pièce d'identité puis qu'il n'y a jamais de lien entre les deux qui se fait. Possible. Ça serait intéressant comme concept à explorer, mais je pense pas qu'on va résoudre ça aujourd'hui dans notre petit balado. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Il y avait une autre nouvelle là, qui avait attiré mon attention là, récemment. C'est la saisie d'à peu près 2,4 millions de Bitcoin du groupe, c'est Chaos Ransomware Group. Eux, c'était des descendants, c'était une scission d'un autre groupe de ransomware qui s'appelait Black Suit. Donc, parce que ces groupes-là, souvent, se défont, se refont, se rebrand. Puis, on peut même relier Black Suit à Conti, qui était un des gros groupes, là, il y a pas si longtemps, et dont on a déjà parlé. Puis, c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que Black Suit se sont fait saisir leur serveur peut-être quelques semaines avant. Puis, Chaos Ransomware Group, ça faisait juste 2 mois qu'il est en activité. Puis déjà, bam, ils se font saisir là, pour plus de 2 millions. Ce qui fait croire quand même que les autorités américaines commencent à avoir un œil un petit peu plus sérieux sur cet écosystème-là. Puis d'une saisie à l'autre, ben, ils sont capables d'agir pas mal plus rapidement. Là, parce que les premiers groupes, ça pouvait prendre des mois, des années avant qu'on voie une quelconque activité. Puis là, on dirait que quand même, ils se font taper dessus pas mal plus rapidement. Fait que c'est une petite nouvelle, mais c'est quand même une petite nouvelle qui est encourageante, là. Définitivement. C'est vrai parce que pendant que tu parlais, je suis allée voir un article de Blipping Computer. Puis je te pose une colle peut-être, mais le premier commentaire, je le trouve intéressant. Puis c'est quelqu'un qui pose la question, comment est-ce que l'FBI peut saisir des bitcoins sur la blockchain? Je pensais que c'était le seul point de la blockchain d'être sécuritaire. Est-ce que tu as le goût de nous faire un mini-exposé de pourquoi? Ben, ma première hypothèse, c'est simplement que ces bitcoins-là étaient stockés dans des portefeuilles de compagnies légitimes, puis que le FBI a dit, voici une décision d'un juge, ce compte-là, il est à moi maintenant, puis la compagnie a fait, d'accord, voici chose. Fait que là, la blockchain, ben, ils vont juste rajouter un bloc à ta blockchain qui dit, ben, maintenant, ça appartient au FBI, là. Comme, c'est comme quelqu'un peut, je sais pas. Puis toi, Ben, en fait, puis c'est un peu ça, c'est que au final, le maillon, c'est l'humain. Ça peut être coerce, là, si t'es un criminel en train de te faire interroger par le FBI, puis qu'ils disent qu'ils vont réduire ta sentence si tu leur permets de saisir tes assets. I mean, c'est probablement que ça se fait. Blackmail, coercion, etc., c'est des choses qui sont possibles. Puis j'assume qu'éventuellement, comme tu disais, la notion de, ben, c'est simplement une entreprise qui est peut-être pas nécessairement au courant ou qu'elle sait, mais comme ça vaut pas la peine de se battre puis de juste... Oui, parce que ça, tu sais, ces bitcoins-là circulent sur des exchanges. Des fois, ils vont être là parce que justement, la personne essaye de les transformer en argent liquide, parce que éventuellement, tu veux t'acheter des Porsche, puis ça va prendre de l'argent, là. Oui. Donc, si t'es devant un juge puis que le juge te condamne à certains points, tu vas pas racheter à ta sentence pour le plaisir. Il y a un point où est-ce que ça vaut pas la peine. Ouais. Si t'es pour être toute ta vie en prison, ton 2,4 millions, ça sert à rien. T'es aussi bien de faire 10 ans, sortir libre un jour sans argent. C'est ça, parce que la déclaration là, du bureau du procureur là, du Texas dit pas, il n'y a pas de détails là, sur où physiquement, pas physiquement, là, mais où numériquement étaient ces crypto-monnaies-là. Donc, on a appris des choses nouvelles aujourd'hui. Définitivement. C'est malade. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça qu'on fait ça. Se tenir à jour. Ah! Ben, on vous remercie d'avoir été avec nous, en espérant que vous écoutez ce balado juste dans une belle marche chantée qui fait beau soleil, que la qualité de l'air est pas trop horrible. Et on vous dit à bientôt. Nos vacances sont terminées, donc on reprend le rythme. Si vous avez aimé le balado, on vous recommande à en parler autour de vous, donner un petit 5 étoiles, un petit plus, un petit thumbs up. Et on dit un grand merci à des Jimmy Todd Podcast sonore. À la prochaine. À la prochaine.